Nous connaissons tous l'histoire du roi Arthur, le roi légendaire, les preux chevaliers de la table ronde, le magicien Merlin et l'épée dans la pierre. Pendant des siècles, ces récits ont captivé l'imagination du monde entier, une époque dorée d'honneur, de chevalerie et d'actes héroïques. Derrière les légendes, derrière la poésie et les romans de chevalerie, il pourrait se cacher une histoire bien plus ancienne et bien plus mystérieuse. Une histoire enfouie dans le chaos qui a suivi la chute de l'Empire romain en Bretagne. Mais une question demeure. Qui était vraiment le roi Arthur? Était-il un grand chef de guerre breton qui s'est opposé aux envahisseurs saxons? Était-il un prince d'un royaume gaélique englobant l'ouest de l'Écosse? Ou était-il un ancien roi gallois? Ou est-il quelque chose de tout à fait différent? Une légende née de nombreux héros réunis en un seul roi immortel? Pourquoi son nom a-t-il résonné à travers 1000 ans d'histoire? Pourquoi les chroniqueurs, les poètes et les rois ont-ils tous revendiqué son héritage? Et qui étaient les ennemis qu'il a affrontés aux âges obscurs de la Grande-Bretagne, les batailles qui ont façonné la naissance d'une légende médiévale? Ensemble, nous remonterons à travers les siècles obscurs qui ont suivi l'abandon de la Grande-Bretagne par Rome. Une époque où des royaumes sont nés des ruines, où des bandes de guerriers s'affrontaient sur des collines couvertes de brume, et un chef mystérieux aurait pu unir les Bretons contre l'avancée des Saxons. Voici l'histoire derrière la légende, la vérité historique derrière le roi Arthur. De nombreux historiens pensent que la figure plus tard connue sous le nom d'Arthur pourrait en réalité refléter les exploits d'un chef romano-breton nommé Ambroise Aurélien. Dans les années sombres et violentes qui ont suivi l'effondrement de l'autorité romaine en Bretagne, les invasions saxonnes ont apporté la dévastation sur l'île. Les villes furent incendiées, les royaumes brisés, et une grande partie de la noblesse romano-bretonne fut balayée. Parmi les rares qui ont survécu à cette terrible tempête se trouvait Ambroise, un homme que le moine et historien Gildas a décrit avec une grande admiration dans son ouvrage intitulé « La ruine et la conquête de la Bretagne ». Gildas écrit qu'Ambroise était un gentilhomme qui, peut-être seul parmi les Romains, avait survécu au choc de cette tempête remarquable. Ses parents, qui avaient porté la pourpre, y furent tués. Leurs descendants, de nos jours, sont devenus bien inférieurs à l'excellence de leur grand-père. Sous son règne, notre peuple a retrouvé sa force et a défié les vainqueurs au combat. Avec la faveur de Dieu, la victoire leur est revenue. À travers ce récit, nous apercevons une figure remarquable. Ambroise semble avoir été un homme de naissance noble, peut-être même issu de l'élite romaine, et il était très probablement chrétien. Gildas souligne que ses victoires sont venues avec l'aide de Dieu, le présentant non seulement comme un commandant compétent, mais aussi comme un homme favorisé par le divin, et un chef lors de l'heure la plus sombre de la Bretagne. Selon Gildas, Ambroise a rassemblé les restes brisés de la population romano-bretonne et les a transformés en une force de combat. Sous sa direction, ils remportèrent la première victoire significative contre les Saxons en progression. La lutte pour la Bretagne restait indécise. Pendant de nombreuses années, la guerre a oscillé d'un camp à l'autre. Parfois, les Saxons étaient victorieux, et parfois les citoyens l'étaient. Parce qu'il représentait la force persistante de la civilisation romaine en Bretagne, Ambroise est souvent considéré comme l'un des derniers grands défenseurs du monde romain, une figure parfois appelée l'un des derniers des Romains. Le conflit a finalement abouti à l'une des batailles les plus célèbres des premières légendes britanniques, la bataille de Badon. La première référence connue à cette bataille provient également de Gildas. Dans son récit dramatique, il décrit les Saxons ravageant le pays et répandant la destruction à travers la Bretagne jusqu'à ce que leurs guerriers aient trempé leur langue rouge et sauvage dans l'océan occidental. Mais finalement, les Bretons se sont ressaisis. Ambroise, ou le héros plus tard connu sous le nom d'Arthur, a organisé une résistance finale contre les envahisseurs. La longue lutte a mené au siège du mont Badon, où les Bretons ont infligé une défaite dévastatrice aux armées saxonnes. Gildas écrit que cette bataille a marqué presque le dernier grand massacre de l'ennemi, et il précise qu'elle a eu lieu 40 ans avant l'époque où il rédigeait l'année même de sa propre naissance. La victoire à Badon a apporté un rétablissement inattendu à la Bretagne. Pendant un temps, la paix est revenue sur l'île, les rois régnaient sur leur royaume, les prêtres
s'occupèrent de leur église, et le peuple vivait dans l'ordre et la stabilité. On s'en souvient comme d'un bref âge d'or après des décennies de chaos. Mais cette paix ne durerait pas éternellement. Dans les années suivantes, la Grande-Bretagne retomba dans la discorde et les conflits civils. Ainsi, dans les siècles obscurs qui suivirent le départ de Rome de la Grande-Bretagne, la mémoire de héros comme Ambroise et peut-être la véritable figure derrière la légende du roi Arthur fut forgée. Dans la guerre, la survie et la lutte désespérée pour repousser la vague saxonne. Une autre figure se distingue également dans les pages de l'histoire. Il s'appelait Riotamus. Pour certains historiens, il n'est pas simplement un souverain oublié du vieux siècle, mais un homme dont la vie présente une ressemblance frappante avec les exploits légendaires attribués plus tard au roi Arthur. Riotamus était un chef militaire romano-britannique qui était actif vers l'an 470 après JC, durant les dernières années désespérées de l'Empire romain d'Occident. La Grande-Bretagne elle-même avait depuis longtemps échappé au contrôle romain, mais les élites romano-britanniques de l'île conservaient encore des liens profonds avec le monde impérial de l'autre côté de la Manche. C'est à cette époque troublée que Riotamus émergea comme un chef puissant parmi les Bretons. Notre connaissance de lui provient principalement de l'historien du VIe siècle, Jordanès, qui désigne Riotamus par le titre remarquable de roi des Bretons. Cette expression a fasciné les chercheurs pendant des générations. Cela suggère non seulement un chef local, mais un souverain à qui prêtaient allégeance de nombreux guerriers bretons. Peut-être même un grand roi capable d'unir plusieurs royaumes sous une seule bannière. Pourtant, la nature exacte de son royaume reste incertaine. Lorsque Jordanès parle des Bretons, il pouvait faire référence aux Bretons de l'île de Grande-Bretagne, ou à ceux qui s'étaient installés de l'autre côté de la mer. En Armorique, la région qui deviendra plus tard connue sous le nom de Bretagne, après que des vagues de migrants bretons s'y soient installés au VE et Xe siècle. Ce qui est clair cependant, c'est que Riotamus n'était pas un roi ordinaire. Aux alentours de l'an 470, il mena une grande armée de Bretons à travers la mer jusqu'en Gaule pour aider l'Empire romain d'Occident en déclin dans sa lutte contre les Wisigoths qui avançaient. À cette époque, l'Empire luttait pour sa survie, ses territoires tombant un à un aux mains des puissants royaumes barbares. Et Riotamus répondit à l'appel de Rome. Marchant en Gaule avec des milliers de guerriers, il rejoignit la cause impériale et prit part au combat contre les Goths. Qu'un roi breton de l'Antiquité mène son armée sur le continent suggérait un souverain d'un immense prestige et d'une grande autorité. Pourtant, la campagne se termina en tragédie. Selon les sources romaines, Riotamus fut trahi par un fonctionnaire romain nommé Arvandus, qui conspira secrètement avec les Wisigoths. Le résultat fut une défaite dévastatrice pour les Bretons. Riotamus et les restes de son armée furent forcés de battre en retraite. Après ce moment, les sources historiques se taisent. Riotamus disparaît de l'histoire. Le dernier endroit signalé de sa retraite se trouve près de la ville d'Avalon. Pour certains chercheurs, cette coïncidence est profondément intrigante, car elle fait écho à l'île légendaire d'Avalon, le lieu mystique où le roi Arthur serait allé après sa dernière bataille. Cette ressemblance a conduit les historiens à proposer l'une des théories les plus fascinantes dans les études arthuriennes. Il a été avancé que le Riotamus historique pourrait avoir été le véritable personnage dont les exploits ont inspiré les récits ultérieurs des campagnes d'Arthur en Gaule. Dans la chronique médiévale Historia Regum Britanniae, le roi Arthur est décrit comme menant une grande armée bretonne à travers la Manche pour mener des guerres sur le continent, un parallèle frappant avec la campagne historique de Riotamus. Encore plus intrigant, il a été suggéré que la trahison de Riotamus par Arvandus pourrait avoir évolué en légende, pour devenir la trahison de Mordred, le traître qui provoque finalement la chute d'Arthur dans la tradition médiévale ultérieure. Une autre théorie fascinante est que Riotamus n'aurait peut-être pas été un personnage distinct du tout. Au lieu de cela, des historiens ont suggéré que Riotamus était en réalité un titre signifiant quelque chose comme « haut roi » ou « roi suprême ». L'homme derrière ce titre pourrait avoir été le chef romano-breton, Ambroise Aurélien, un personnage déjà connu des premières sources britanniques, comme le grand défenseur des Bretons contre les envahisseurs saxons.
Si cette interprétation est correcte, Riotamus représenterait non seulement un roi, mais le souverain suprême des peuples brittoniques, régnant à la fois sur les Bretons de Grande-Bretagne et sur leur roi qui s'était installé de l'autre côté de la mer en Bretagne. Dans cette perspective, le même homme qui a combattu les Goths en Gaule serait peut-être ensuite retourné en Grande-Bretagne pour poursuivre la lutte contre l'avancée des Anglo-Saxons, les mêmes guerres que les légendes ultérieures attribuent au roi Arthur. Il reste incertain que Riotamus soit réellement à l'origine de la légende arthurienne. Les preuves sont fragmentaires et les siècles qui séparent l'histoire du mythe ont obscurci la vérité. Pourtant, les parallèles sont difficiles à ignorer. Dans les archives effacées du vieux siècle, Riotamus apparaît comme l'un des candidats les plus convaincants pour être la figure historique qui aurait pu inspirer la légende durable du roi Arthur. Un prince guerrier nommé Arthur MacAdan a suscité l'intérêt des chercheurs. Et ils se demandent si ce chef de guerre peu connu, aujourd'hui largement oublié, pourrait conserver un fragment de la mémoire historique qui s'est ensuite épanoui dans la légende du roi Arthur. Arthur était le fils d'Aden MacGubran, le puissant roi du royaume gaélique de Dalriada, un royaume qui s'étendait le long des côtes occidentales de l'Écosse et de l'Irlande au VIe siècle. À une époque marquée par des guerres constantes, le jeune prince semble avoir servi comme l'un des commandants de son père, menant des bandes de guerriers contre les tribus féroces du nord, notamment contre les Pictes, qui exerçaient une pression sur les frontières orientales et septentrionales du royaume. Comme tant de guerriers de cette époque violente, la vie d'Arthur fut brève et se termina sur le champ de bataille. Avec son frère, il serait tombé lors de la lutte acharnée aujourd'hui, connue sous le nom de bataille de Méati, à la fin du VIe siècle peut-être, entre les années 580 et 596. Bien que l'on sache peu de choses sur lui, le nom d'Arthur subsiste dans plusieurs sources du Haut Moyen-Âge. L'une des plus importantes apparaît dans la vie de Saint Columba, écrite vers l'an 700 par le moine Adomnandiona. Ici, Arthur apparaît dans un épisode dramatique impliquant le grand missionnaire irlandais Columba et le roi Aidan lui-même. Selon la chronique, le roi chercha un jour la bénédiction du saint concernant l'avenir de ses fils et la succession de son royaume. Bien qu'Aidan favorisât ses fils aînés, Columba prédit un destin différent. Le saint déclara que le trône reviendrait plutôt au prince cadet. Quant aux autres fils du roi, Columba prédit qu'ils trouveraient la mort en combattant dans les guerres de leur père. La prophétie s'accomplit. Peu de temps après, Arthur et ses frères furent tous tués au combat. En raison de son nom et de la prophétie concernant sa mort, de nombreux historiens identifient cet Arthur au légendaire roi Arthur. Pour ce prince du Nord, un guerrier combattant les ennemis du royaume de son père, portant un nom qui résonne à travers le mythe et la mémoire. De nombreux historiens entrevoient la silhouette d'un personnage qui aurait pu contribuer à l'une des plus grandes légendes de l'histoire britannique. Au final, la véritable identité du roi Arthur demeure cachée dans les brumeux siècles des débuts de l'histoire britannique. Peut-être que la légende a été inspirée par le noble chef romano-britannique, Ambroise Aurélien, qui a rassemblé son peuple contre la vague saxonne. Peut-être qu'elle résonne dans la campagne de Riotamus, le mystérieux roi des Bretons qui a porté les armes britanniques au-delà de la mer pour combattre pour l'Empire romain déclinant. Tandis que certains évoquent le guerrier du Nord, Arthur Macadélin, dont le nom même porte l'écho incontestable d'Arthur lui-même. Chacun de ces hommes a vécu à une époque violente, marquée par l'effondrement des empires, l'invasion des armées et des batailles désespérées pour la survie. C'est précisément dans ce monde que la légende d'Arthur serait née. Peut-être que l'un d'eux était le véritable homme derrière le mythe. Ou peut-être que leurs exploits, gardés en mémoire et racontés de génération en génération, se sont lentement confondus, jusqu'à ce que l'histoire devienne légende, et que la légende devienne l'histoire intemporelle du roi Arthur. Je voudrais adresser un immense merci à tous mes membres. Votre contribution est précieuse pour la continuité de la chaîne, et je vous en suis tous infiniment reconnaissants. Un remerciement spécial à John Seitz et Stéphanie Hassan. J'espère que la vidéo vous a plu. Si oui, likez, abonnez-vous, partagez et à très bientôt pour un nouvel épisode de History Profiles.